Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les étudiants du terminal. Aujourd'hui, je vais vous proposer le corrigé du baccalauréat 2018, option sciences maths, la partie électricité. Donc ce sujet, on va parler du circuit RL, du circuit LC et de la modulation. Donc voilà le sujet que vous allez bien sûr trouver dans la description de la vidéo pour le télécharger. Donc vous avez un circuit RL alimenté par un générateur de tension de force électromotrice 1,5 volts. Notez juste ce qui est important. La bobine L de résistance petit r, donc c'est une bobine réelle, et de résistance R. À l'instant choisi comme origine, on ferme l'interrupteur. Donc à t égale à 0, on va fermer l'interrupteur. Et on suit l'évolution du courant en fonction du temps. Et on obtient cette courbe-là. D'accord? Voilà, question classique. Établir l'équation de l'évolution de quoi? De I. Ensuite, on vous donne la solution qui s'écrit sous la forme A exponentielle moins alpha t plus B. Exprimer I en fonction du temps et des paramètres du circuit. Ensuite, on vous donne deux courbes qui représentent I en fonction du temps pour deux valeurs. L'une pour R égale à R1, l'autre pour deux fois la valeur de R1. T, c'est la tangente à la courbe C1 au point T égale à 0. Et à partir de cette courbe, on vous demande de déterminer R1 et la résistance interne de la bobine et montrer que son inductance est égale à 0,6. Deuxième partie, on va traiter le circuit LC, cette fois-ci avec R égale à 0, c'est-à-dire une bobine idéale. Après avoir chargé totalement le condensateur, sous une tension I0, on branche au bord de la bobine E' et on obtient la tension sous la forme une tension sinusoïdale. Montrer que l'énergie électrique est constante. On vous donne la courbe de l'énergie magnétique. L'énergie magnétique en fonction de IC au carré. Et on vous demande, en se basant sur cette courbe, d'éterminer la capacité C et la tension E0 qu'on a utilisé pour charger ce condensateur. Donc, c'est une application de déduire des grandeurs physiques à partir d'une courbe, ce qui est très classique dans les sujets de baccalauréat. Et dans la partie 2, on va parler de la modulation d'amplitude. On vous donne, voilà, le signal U1, c'est la porteuse, qu'on applique à l'entrée E1. À l'entrée E2, c'est le signal qu'on veut transmettre. Ça, c'est la composante continue. Et bien sûr, le rôle de ce multiplieur, c'est de multiplier cette tension par celle-là. Et si je multiplie celle-là par celle-là, on vous donne le résultat, que vous pouvez bien sûr démontrer facilement, on obtient cette tension-là. Et à partir de cette expression, on vous dit de déterminer la fréquence de la porteuse, ensuite déterminer l'amplitude en fait de l'onde modulée, quelle est la bonne réponse parmi ces 5 propositions. Après, est-ce que les conditions pour obtenir une bonne modulation sont justifiées, sont vérifiées? Donc tout ça, c'est des questions de cours. Et enfin, exprimer US, c'est-à-dire la tension à la sortie du multiplieur, celle-là, comme étant la somme de 3 fonctions sinusoïdales et représenter le spectre de fréquence en choisissant l'échelle 1 cm par volt. Pour les amplitudes, voilà, on vous rappelle que cos A cos B, c'est 1 demi cos A plus B plus cos A moins B. Et enfin, le circuit bouchon constitué par la bobine et le condensateur précédemment, c'est-à-dire le circuit LC, permet-il une bonne réception de l'onde modulée? Donc là, là aussi, c'est purement une question de cours. Quelle est la condition pour que ce circuit bouchon reçoit ou bien permet de recevoir l'onde modulée? Donc allons-y donc voilà pour le sujet. Bien sûr, comme d'habitude, pour bien profiter du corrigé, essayez vous-même de le bien travailler avant de regarder la solution. Bien, commençons donc par la première équation. Donc on vous dit, donc on va déterminer l'équation différentielle vérifiée par I. Bon, ça c'est classique, on applique la loi d'activité des tensions. Vous avez I de L, I de R, et la force et la tension au bord du générateur. Donc si je ferme l'interrupteur, vous avez E est égal à I de R plus I de L. Bien sûr, I de L, bobine réelle, c'est LD de I sur D de T. Et
I de R, bien sûr, c'est grand R fois I. I de L, c'est petit r fois I plus L d de I sur d de T. Voilà. Donc je réunis petit r plus grand R dans un seul terme et on obtient l'équation classique. Ça, tout le monde peut le trouver facilement. On vous donne la solution s'écrit sous la forme A exponentielle moins alpha t plus B. Et bien sûr, on veut déterminer A et B. Donc c'est très classique. On cherche d'abord d de I sur d de T. Donc vous savez que la dérivée de exponentielle moins alpha fois t par rapport au temps, c'est moins alpha exponentielle moins alpha t. Donc la dérivée de I par rapport au temps, c'est moins alpha fois A exponentielle moins alpha t. Ça, c'est une constante, cette dérivée égale à 0. Je remplace maintenant dans l'équation, voilà l'équation différentielle, elle est là. Je remplace l'expression de I par sa valeur, d de I par sa valeur. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir E est égal à quoi? Est égal à L d de I sur d de T, donc c'est moins alpha L fois A exponentielle moins alpha de T, plus petit r plus grand R fois I, c'est-à-dire fois A exponentielle moins alpha T, plus B facteur de petit r plus grand R. Bon, on va dire, je vais ramener E tout de suite de l'autre côté. Donc on va dire moins E. Lorsque je ramène E de l'autre côté, moins E égale à 0. Comme d'habitude, on va réunir tout ce qui est exponentiel moins alpha t en facteur, plus exactement A exponentielle moins alpha t. Qu'est-ce qu'il va rester ici? Moins alpha fois L, ici, plus petit r plus grand R. Et qu'est-ce qui reste? Plus B, facteur de petit r plus grand R moins E égale à 0. Donc ça c'est valable quel que soit t, si seulement c'est ce terme égale à 0 et ce terme égale à 0. Donc on va déduire tout de suite que alpha, donc moins alpha L est égal à petit r plus grand R et B est égal tout de suite à E sur grand R plus petit r. Voilà, donc je vais déduire alpha, donc alpha est égal à petit r plus grand R sur L et B est égal à E sur grand R plus petit r. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il manque encore une inconnue, laquelle? Petit a. Donc la résolution de l'équation, le remplacement de I de I sur dt ne permet pas de déterminer A. Donc là, il faut revenir à quoi? Aux conditions initiales. Donc condition initiale, c'est-à-dire t égale à 0, j'ai du fait que la bobine empêche le courant d'augmenter rapidement, bien sûr, I à t égale à 0 égale à 0. Donc vous remplacez ici et vous allez trouver A plus B égale à 0, car exponentielle 0 c'est 1. Donc ce qui implique que B égale à moins A. Donc je connais tout. Donc I est égal à B, donc je remplace B, A, B c'est moins A, donc je vais factoriser par B, facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. Voilà, voilà B, donc c'est E sur grand R, exponentiellement alpha t. Donc je retrouve l'expression qu'on me demande de démontrer. Donc vous voyez, c'est pas difficile, juste écrire, dériver l'expression qu'on vous donne, mettre exponentiellement alpha t, et toujours vous avez exponentiellement alpha t fois quelque chose, plus autre chose égale à 0, ça veut dire ce terme obligatoirement égal à 0, et ce terme doit être égal à 0. C'est ce qu'on utilise dans toutes les équations différentielles, que ce soit en RC ou bien en LC. Bien, maintenant, on vous dit, on a pris pour la valeur de R deux valeurs, R1 et 2 fois R1. Et la droite T étant la tangente à l'origine à la courbe C1, donc voilà la courbe C1, trouver la valeur de R1 et petit r. Très bien. Donc là, d'abord, laquelle correspond à R et laquelle correspond à 2R. Donc il suffit de voir ici. Donc I en régime permanent, c'est quoi la valeur du courant en régime permanent? Si t tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, et donc il va vous rester E sur grand R plus petit r.
Donc si R augmente, le courant en régime permanent diminue. Donc voilà la courbe qui correspond à I2R. Voilà la courbe qui correspond à R. Très bien. Donc pour déterminer R1 et petit r, j'ai besoin de deux équations. Donc là, je vais déterminer le courant en régime permanent dans chaque cas. Donc I permanent pour grand R égale à R1, c'est E sur R1 plus R. Et d'après cette courbe, égale à combien? J'ai 50, 75, 100, 125. Donc 125 milliampères, donc 10 moins 3. Qui est égal à E, c'est 1,5 divisé par R1 plus R. Voilà une première équation. Donc R1 plus R égale à 1,5 divisé par 125, 10 à la puissance moins 3. Donc même chose, on va trouver que 2 fois R1 plus R est égal à 1,5 divisé par le courant permanent. Ici, c'est combien? 25, 50, 75. Donc 75, 10 moins 3. Voilà, donc vous avez deux équations, deux inconnues. On fait par exemple l'équation 1. L'équation 1 moins l'équation 2. Et vous allez trouver R1 égale à ce terme moins celui-là. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Vous allez trouver petit r égale à 4 ohms. R1 est égal à 8 ohms. Très bien. Continuons donc. Ensuite, on nous demande de vérifier que L est bien égal à 0,6. Toujours pour L comme pour C, il faut penser à la constante de temps d'un circuit RL. Or, vous savez que taux est égal à L sur R plus grand R. Voilà. Et taux, on va la déterminer bien sûr à partir de la courbe. Donc là, l'intersection, pour déterminer taux, on va déterminer l'intersection de la tangente avec le régime permanent. Voilà. Cette intersection, c'est ce point-là. Et l'abscisse de ce point, c'est 50, quoi? 50 millisecondes. Donc, qui est 0,05 secondes. Donc, L, taux qui est L sur petit r plus grand R, qui est 12 ohms, égale à 0,05. Donc, L est égal à 12 fois 0,05. C'est bien 0,6 ici, et non pas... C'est bien 0,6 Henri. Bien. Maintenant, on va passer à l'étude du circuit LC idéal. Ça veut dire, dans ce cas-là, on va prendre petit r de la bobine égale à 0. Question de cours montrant que l'énergie de ce circuit est constante. Donc, il y a conservation de l'énergie. À t égale à 0, l'énergie était essentiellement électrique. Ensuite, ce condensateur va se décharger dans la bobine qui va emmagasiner de l'énergie magnétique. Une fois que le condensateur est déchargé, la bobine va restituer cette énergie magnétique au condensateur et ainsi de suite. Donc voilà l'énergie électrique, c'est 1,5 Q au carré sur C ou bien 1,5 CUC au carré, c'est la même chose. L'énergie magnétique, c'est 1,5 LI carré. Et on veut montrer que ça, c'est une constante. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Pour montrer qu'une grandeur est constante, il faut calculer sa dérivée et montrer que c'est égal à 0. Donc c'est quoi la dérivée par rapport au temps de Q au carré, ou bien du X au carré? C'est 2Q d 2Q. La dérivée par rapport au temps de I au carré, c'est la même chose, 2I d 2I. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. La dérivée par rapport au temps 2Q d 2Q sur d 2T, donc 2Q fois d 2Q, bien sûr, se dérive par rapport au temps, c'est d 2Q sur d 2T, et d 2I sur d 2T. Donc là, vous voyez bien que la dérivée de Q au carré sur 2, c'est Q d 2Q, le 2 avec 2 va se simplifier, donc Q d 2Q sur d 2T, et la dérivée de I au carré, c'est 2I, 2 avec 2 va se simplifier, il va me rester I d 2I sur d 2T. Or, I, c'est quoi? C'est d 2Q sur d 2T. Donc, I, elle est là, c'est d 2Q sur d 2T. d 2I sur d 2T va devenir d carré de Q sur dt carré. Donc, d sur dt de d 2Q sur d 2T. Donc, je dérive deux fois Q par rapport au temps au carré. Je vais factoriser par d 2Q sur d 2T dans chaque côté. Qu'est-ce qui va me rester? Q sur C plus L, d carré de Q sur dt carré. Maintenant, on doit montrer que ça est égal à 0. Et bien, pour cela, il suffit de revenir au
circuit. Donc vous avez ici I de L en convention récepteur, et ça c'est I de C. Et vous voyez bien que la loi d'additivité de tension me dit que I de L plus I de C égale à 0. Je remplace I de L par sa valeur, c'est L D de I sur D de T. I de C, c'est Q sur C, égale à 0. D'accord? Or, I, c'est D de Q sur D de T. Donc, comme je dis tout à l'heure, I, c'est D de Q sur D de T. Donc, D de I sur D de T, ça sera D de tout ça sur D de T, qui est en fait D carré de Q sur dt carré. Donc, ce qui implique que L d carré de Q sur dt carré plus Q sur C est égal à 0. Or, ça, c'est tout simplement ce que j'ai entre parenthèses ici. Donc, ce terme est effectivement égal à 0, ce qui implique que l'énergie totale égale une constante. Donc, l'énergie se conserve. Voilà. Et passons donc à la question suivante, que je trouve très intéressante. On vous donne une équation qui représente quoi? Qui représente l'énergie magnétique en fonction de IC au carré. Et on vous demande qu'à partir de cette courbe, déterminer la capacité. Très bien. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que l'énergie électrique plus l'énergie magnétique, c'est une constante. Et cette constante, soit égale à l'énergie magnétique maximale, soit à l'énergie électrique maximale, comme vous voulez. Maintenant, comment faire apparaître dans l'expression de M, UC au carré? Très facile. Vous pensez UC, il apparaît dans quoi? Dans l'énergie électrique. Parce que l'énergie électrique, c'est 1/2 C UC au carré. UC au carré. Donc, je dois remplacer juste ce terme par sa valeur. Donc, l'énergie magnétique, ça sera moins, ce terme, je le ramène de l'autre côté, moins l'énergie électrique, c'est-à-dire moins 1/2 C fois UC au carré, plus l'énergie magnétique maximale. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant cette équation-là, l'énergie magnétique c'est Y, est égale, tout ça c'est une constante, je l'appelle A. Qu'est-ce qu'il est dans les abscisses? IC au carré c'est X, plus l'énergie magnétique au carré qui est B. Donc c'est une droite. Et la pente de cette droite c'est moins 1 sur C, c'est une pente négative. Et si vous avez une pente négative, c'est une droite qui est de ce type-là. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Donc pour déterminer la capacité, je dois utiliser la pente de l'énergie magnétique en fonction de IC. D'abord, il faut trouver cette équation, c'est ça la première étape. Ensuite, de chercher la pente à partir de la courbe. Bien, pour la pente, pour la courbe, je prends 2 points, par exemple 0,1, 0,2, 0,3, ici c'est 0,4. Millijoules, faites attention, divisé par combien? 100, 200, 300, ici c'est 400. Donc vous voyez 0,4 divisé par 0,4, 10 moins 3, moins 0, sur 0 moins 400, donc bien sûr c'est une pente négative, est égal à quoi? Est égal à moins 1/2 C, très facile, faites la C, vous le ramenez ici, et ça vous donne 2 10 puissance moins 6 farad. Ensuite, on veut déterminer U0. Donc pour déterminer U0, cette énergie magnétique maximale, vous pouvez le calculer, l'énergie magnétique maximale est égale à l'énergie électrique maximale. Or, l'énergie électrique maximale est égale à 1/2 C U0 au carré. U0, c'est la tension qu'on a utilisée pour charger le condensateur. À T égale à 0, voilà l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur, c'est 1/2 C U0 au carré. Et ça, c'est l'énergie électrique maximale, qui est égale à l'énergie magnétique maximale. Et d'après la courbe, cette énergie magnétique maximale, c'est 0,4, 10 moins 3. Donc vous écrivez ça est égal à 0,4.10 moins 3. Et connaissant la valeur de C qui est 2 10 moins 6, on va déterminer facilement U0 est égal à 20 volts. Très bien. On va passer à la modulation. Donc la modulation, je vous rappelle le principe. Donc on veut transmettre un signal de basse fréquence, qui est celui-là. Voilà US. On lui ajoute une composante continue, donc ça U0. Ensuite, on va le multiplier par une porteuse. Donc ça, c'est la porteuse.
Et le rôle que joue ce circuit-là, c'est de multiplier cette tension par cette tension pour donner à la sortie US. Donc US n'est autre qu'une constante K fois U1 fois U2. Et ce produit, on vous le donne. C'est cette expression-là. Et on vous demande à partir de cette expression quelle est la fréquence de la porteuse. Bon, fréquence, vous savez que la porteuse, c'est la fréquence la plus grande. Quelle est la plus grande ici? De toute façon, même si vous avez oublié laquelle UP, IA ou I2, la porteuse, c'est la fréquence qui est la plus grande. Donc ici, on va l'écrire cosinus de pi fois la fréquence de la porteuse fois T. Donc vous voyez bien que 2pi fois Fp est égal à 4, 10 puissance 5. Ça veut dire Fp, ça veut dire 2 fois Fp est égal à 4, 10 puissance 5. Autrement dit, donc 2 fois la fréquence de la porteuse est égal à 4, 10 puissance 5. Donc le Fp est égal à 4 sur 2, c'est-à-dire 2 10 puissance 5 Hz. On peut déterminer aussi la fréquence du signal, même si ce n'est pas demandé. Vous avez 2pi fois la fréquence du signal est égal à 8, 10 moins 3, 10 puissance 3 fois pi. Bon, on peut simplifier les pi. Donc la fréquence du signal, c'est 4, 10 puissance 3 Hz. 4 fois 10 puissance 3. Donc voilà la fréquence du signal, c'est pas demandé, voilà la fréquence de la porteuse. Bien, maintenant on veut dire choisir parmi, donc vous voyez bien que ce signal-là, c'est en fait tout ça, maintenant c'est l'amplitude du signal modulé, tout ça. Donc là c'est ce qu'on appelle l'amplitude, la modulation d'amplitude, on module l'amplitude par la porteuse, donc ça c'est Fp. Donc tout ça c'est l'amplitude du signal modulé. Et justement, on vous dit quelle est l'amplitude maximale de l'onde modulée. Donc, il faut chercher la valeur maximale de cette valeur-là. Très facile. La valeur, qu'est-ce qui dépend du temps? C'est ce terme. Cosinus. Quelle est la valeur maximale de cosinus? C'est 1. Donc, la valeur maximale de l'amplitude Umax, c'est égal à combien? 3 facteur de 1 plus 0,4. C'est 1,4 fois 3. Ça vous donne bien. Bonne réponse. C'est 4,2 volts. Très bien. Est-ce que la modulation, les conditions de modulation sont bonnes? Pour vérifier que les conditions de modulation sont bonnes, vous avez deux conditions à vérifier. Que le taux de modulation est inférieur à 1, que la fréquence de la porteuse est très supérieure à la fréquence du signal. Or, on vient de montrer que la fréquence du signal, c'est 4 10 moins 3. La fréquence de la porteuse, c'est 10 puissance 5. Donc, au moins, à peu près 100 fois supérieure. Donc, la première condition est bien vérifiée. Donc, vous avez, on a bien, celle-là est vérifiée. Maintenant, le taux de modulation, de toute façon, vous l'avez déjà dans l'expression. Ce n'est même pas la peine de le calculer. Vous voyez bien que ce terme-là, c'est ce qu'on appelle le taux de modulation. Donc, UM sur E0. Et c'est égal à 0,4. Donc, vous avez UM sur E0, c'est 0,4. Donc, on va dire ici 0,4 est inférieur à 1. On peut le calculer aussi d'une autre manière. C'est US max moins US min divisé par US max plus US min. Or, US max c'est combien? Pardon, US max il est là. US max il est là, c'est 1 plus 0,6 et US min c'est 1 moins 0,6. Donc, vous pouvez calculer est égal à 1, on a dit combien? Oh là 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 là, US max, on a dit combien? C'est 1,4. 1,4. Donc 1,4. L'autre c'est 1 moins 0,4. 1 moins 0,4, ça va vous donner 0,6 sur 1,4 plus 0,6. Voilà, c'est bien ça. Donc Umin, c'est 1 moins 0,4, c'est bien 0,6. Voilà. Et si vous calculez ce terme, vous allez trouver facilement 0,4. Donc, j'ai M inférieur à 1, j'ai la fréquence de la porteuse, elle est largement supérieure à la fréquence du signal. Donc, les deux conditions sont bien vérifiées. Dernière expression, on vous dit d'exprimer US sous forme de la forme de 3 fonctions sinusoïdales. On vous donne cos A, cos B, c'est 1,5 cos AB. Donc là, il suffit de développer ce terme-là. C'est une question purement de cours. Donc voilà US. Donc je développe. Hein. Alors je développe. Vous avez 1 fois cosinus. Donc ça vous donne 3 facteur de cosinus de 4 10 puissance 5
pi fois t plus 0,4 cosinus 8 10 puissance 3 pi fois t fois cosinus 4 10 puissance 5 pi fois t. Voilà le premier terme. Et puis vous avez cos A fois cos B, c'est 1 demi cos A plus B, plus cos A moins B. Et ça vous donne, voilà cos A plus B, voilà cos A moins B. Donc vous avez bien la somme de trois termes. Voilà le premier terme, voilà le deuxième, voilà le troisième. Donc le premier terme de fréquence 4 10 moins 5. Le deuxième 4 0,5 10 puissance 5. Le troisième, donc c'est FP, en fait c'est FP. FP moins FS et FP plus FS. Donc voilà les trois et l'amplitude, on peut les calculer bien sûr. Ça c'est l'amplitude de FP et ça c'est A fois M sur 2. Vous pouvez vérifier quelle est l'amplitude de le signal FP, c'est 6. Donc là c'est 6. Et là vous avez 6 fois 0,4 divisé par 2. 6 fois 0,2, 6 fois 0,2 c'est 1,2. Je vous laisse ce soir de vérifier ces petits calculs. D'accord. Bon, je disais l'amplitude de du signal qui a une fréquence FP, donc voilà, c'est celui-là. En fait, l'amplitude c'est pas 6, c'est 3. Donc vous voyez bien que A est égal à 3. Et puis là, 0,6. Et on vérifie bien que 0,6 est égal à 3 fois le taux de modulation qui est 0,4 divisé par 2. Et vous calculez 3 fois 0,4 divisé par 2, c'est 3 fois 0,2 et ça vous donne bien 0,6. Donc, parfait. Ça confirme notre taux de modulation qui est 0,4 et ça confirme les valeurs qu'on a trouvées ici. Bon, dernière question. Est-ce que le circuit bouchon permet de capter l'une de ces fréquences-là? Donc, vous voyez bien que ce n'est pas possible parce qu'un circuit bouchon, il ne permet que de capter la fréquence qui est égale à sa fréquence propre, qui est 1 sur 2 pi racine de LC. Vous avez la valeur de L, vous avez la valeur de C. Si vous calculez 1 sur 2 pi racine de LC, vous allez trouver 205 Hz. Très très différent de cette fréquence, de celle-là et de celle-là. Donc, ce circuit bouchon ne permet pas de réceptionner cette fréquence-là. Donc voilà, pour se corriger, n'hésitez pas à partager au maximum avec vos amis. Bien sûr, commentez s'il y a des remarques, commentez et à très bientôt.